Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce samedi 15 mai. L'OTAN assume le bombardement du village de Korica au sud du Kosovo, mais ne s'explique pas comment des civils ont pu être tués. À Bruxelles, on parle de cibles militaires légitimes. À Belgrade, en revanche, où l'on annonce 87 morts, on y voit la preuve du caractère génocidaire de l'agression de l'OTAN. En Corse, les nationalistes unifiés réussissent leur démonstration. Ils étaient plusieurs milliers dans les rues d'Ajaccio pour appeler à la reconstruction de la nation corse. En Russie, Boris Eltsine sort vainqueur de son bras de fer avec les communistes de la Douma. Il ne s'est pas trouvé suffisamment de voix pour engager contre lui la procédure de destitution. Et puis nous irons à Cannes pour la représentation en compétition du dernier film de Pedro Almodóvar, Tout sur ma mère, un film particulièrement bien accueilli par la critique. L'OTAN ne parle pas de bavure ni d'erreur après le bombardement du village de Korica au Kosovo qui aurait fait 87 morts et 78 blessés selon les Serbes. Il s'agissait bien, selon l'OTAN, d'une cible militaire et d'un poste de commandement, sans pour autant expliquer la présence de civils albanais. À Bonn, on parle de bouclier humain, mais pour Belgrade, c'est au contraire un exemple éclatant, je cite, du caractère génocidaire de l'agression de l'OTAN. François Cornet. C'est une fille, dit cette femme. Elle n'a plus de mère, elle n'a plus de père. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi on est là? Pourquoi? Quelle explication donner à cette jeune femme et à ces autres survivants du bombardement de Korica, terrés depuis 2 jours dans leur douleur après la mort de 87 des leurs? Erreur, bavure, bouclier humain, quelle justification avancer face à l'horreur qui frappe, une fois de plus, ces persécutés du nettoyage ethnique au Kosovo? C'est des gens qui ont été cachés dans les collines ou dans la campagne et qui ont été, d'après les indications que nous avons et des témoignages des survivants, ont été amenés sur ce site par des policiers serbes juste l'après-midi avant l'attaque en question. L'OTAN réfute aujourd'hui catégoriquement ces massacres de civils et affirme que le village de Korica, situé à 5 km de Prizren sur la route de Suvareka, abritait une position militaire retranchée, un poste de commandement incluant de l'équipement comme des véhicules blindés de transport de troupes et une dizaine de pièces d'artillerie. Korica constituait donc selon l'OTAN une cible militaire légitime, répertoriée sur la liste des cibles à frapper et non un objectif de dernière minute improvisé. Reste à savoir comment les Serbes auraient eu vent des prévisions de frappe de l'Alliance dans cette région de Prizren. Mais une chose est sûre, l'invitation machiavélique des Serbes aux réfugiés kosovars, qu'habituellement ils persécutent, avait un but précis, provoqué par méprise de nouvelles victimes civiles pour discréditer l'OTAN, et tout cela relayé rapidement par la télévision serbe, ce qui fut le cas. L'Alliance et le Pentagone ont senti le vent du boulet et refusent d'être accusés d'une nouvelle bavure. À Washington et Bruxelles, on multiplie aujourd'hui les conférences de presse à ce sujet. Question. Dans leur cockpit, les pilotes des chasseurs bombardiers de l'OTAN pouvaient-ils se rendre compte que l'objectif militaire de Korica était ceinturé par un bouclier humain? Réponse non. Voilà ce que les pilotes ont vu sur les écrans de leur radar d'acquisition avant de tirer leurs bombes ou missiles guidés laser, image diffusée ce soir par le Pentagone. Des engins tirés d'une altitude d'au moins 5000 mètres pour éviter les tirs d'ECA à une distance pouvant aller de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres. Le bombardement de Korica ne pourrait donc dans ces conditions être qualifié de bavure. Il n'empêche que la guerre électronique a certes ses qualités, notamment pour la sécurité des pilotes, mais aussi ses défauts. De son côté, la Russie a fait savoir qu'elle pourrait revoir sa position sur le conflit au Kosovo si les bombardements n'étaient pas stoppés dans les jours qui viennent. Et puis l'OTAN a continué ses frappes aujourd'hui contre des dépôts de carburant et des ponts. L'un de ces avions aurait peut-être été abattu près de Belgrade. C'est en tout cas ce qu'affirment les Serbes. Alors en duplex du siège de l'OTAN à Bruxelles, Jean-Marc Illouz. Jean-Marc, bonsoir. Est-ce que cette information est confirmée à propos de l'avion? Et puis d'une façon plus générale, comment l'OTAN explique-t-elle la mort de victimes civiles à Korica? Eh bien, pour ce qui concerne l'avion, il n'y a ni confirmation ni démenti, tout simplement on attend, on procède à des vérifications. Alors pour ce qui concerne la mort des civils à Korica, je dois dire qu'il y a un certain flou qui subsiste.
l'OTAN ne prononce ni le mot bavure, ni le mot bouclier humain. En quelque sorte, elle réfute le terme bavure, mais sans pour autant accuser explicitement les forces serbes d'avoir recouru à la ruse, à la tactique de bouclier humain. Alors première raison, c'est que la ferme bombardée était bien l'objectif identifié, visé et vérifié par les forces de l'OTAN. Selon l'OTAN, il abritait donc, vous le savez, des éléments d'artillerie qui pilonnaient régulièrement les villages kosovars alentours. Deuxième élément, à défaut d'apporter d'explications sur ces morts civiles, l'OTAN pose une question. Comment se fait-il que dans une région comme Prizren, où des centaines de milliers de gens ont été déplacés par la force, plus de 100 000 en tout cas, des Kosovars, 400 d'entre eux au moins, aient pu choisir volontairement de passer la nuit dans une course de ferme adjacente à un poste de commandement serbe, donc à une cible? Eh bien ce soir, cette question reste en suspens. Nous ne sommes pas sur le terrain, nous a dit tout à l'heure le porte-parole de l'OTAN. Vous les journalistes n'êtes pas sur le terrain. Une manière de sous-entendre, vous n'êtes pas sur le terrain pour vérifier, pour restituer la réalité d'un village qui, selon Amnesty International, avait déjà été à plusieurs reprises la cible des forces serbes. Merci Jean-Marc. Et puis on apprend qu'un énorme nuage noir se déplace en ce moment de la Serbie vers la Bulgarie et la Roumanie à la suite des frappes effectuées par l'OTAN sur le port de Prachovo et sur la mine de Bor. Parmi les cibles de l'OTAN aujourd'hui, le sud du Kosovo, à la frontière avec l'Albanie, des bombardements tout à fait perceptibles côté albanais à Koukes, comme ont pu le constater Valérie Fourniou et Guillaume Fautra. Le poste frontière de Morina. Ce matin, comme depuis 2 jours, les Serbes ne laissent passer que très peu de Kosovars. Postés le long de la frontière, ils continuent de renforcer leur position. Quand vers 11 h, des avions de l'OTAN ont commencé à bombarder la ville de Zour. Une ville située à 10 km d'ici, sur la route qui mène à Prizren, l'axe principal qui relie le Kosovo à l'Albanie. Les frappes ont duré jusqu'à 16 h 30. Puis, vers 17 h, un groupe de 14 hommes est arrivé. Des hommes épuisés, qui nous disent n'avoir ni mangé ni bu depuis 3 jours. Depuis qu'ils étaient aux mains des forces serbes, maltraités et séparés de leur famille, ils témoignent. On nous a encerclés, on s'est rendus et ils nous ont conduits à Štim, où nous étions 30 000 personnes. Regroupés par les paramilitaires, les Serbes nous ont séparés de nos femmes. Et depuis mercredi, on n'a pas de nouvelles. Ils nous ont dit toi, toi, toi. Ils nous ont traités comme des sauvages. Ils nous ont emmenés au commissariat de police à Štim. La police nous a frappés comme des barbares. Ils m'ont dit tu es un terroriste de l'UCK et ils m'ont battu. La police serbe nous disait tu as lutté contre nous et c'est pour ça qu'on te frappe. Ils nous ont même demandé de chanter des chansons slaves et tchétniques nationalistes serbes. Dans le couloir, d'autres étaient battus. C'était pour couvrir leurs cris et c'était chacun son tour, soit d'être battu, soit de chanter. Des hommes choqués, meurtris, qui nous ont confié avoir témoigné pour que les Nations Unies, l'OTAN, sachent qu'il reste près de 30 000 Kosovars regroupés à Štim par les forces paramilitaires serbes. Et puis toujours à propos des réfugiés, le HCR estime maintenant à près de 800 000 le nombre des réfugiés qui ont franchi la frontière depuis le début des bombardements, sans compter ceux qui étaient déjà partis avant. En Macédoine, 300 nouveaux réfugiés ont pu arriver aujourd'hui. Mais il arrive que des Serbes quittent eux aussi le Kosovo. On les retrouve alors en Serbie, bien sûr, mais aussi au Monténégro, où ils rejoignent ceux déjà chassés lors des guerres précédentes en ex-Yougoslavie, en Croatie ou en Bosnie. Et leurs témoignages, vous allez l'entendre, sont totalement différents. Anne Poncinet et Didier Dahan. C'est une distribution de vivres, une de plus. Mais cette fois, les réfugiés sont serbes. Certains viennent de Bosnie ou de Croatie, chassés par les précédentes guerres de l'ex-Yougoslavie il y a quelques années. D'autres arrivent tout juste du Kosovo. Vesna, monténégrine, en accueille chez elle. J'en ai 11, ils sont arrivés le 1er avril et le 1er mai. Ils sont tous plus ou moins de la famille. Il y a d'abord une jeune femme de Détchani avec ses 4 enfants. Son mari est resté au Kosovo. Fonctionnaire, il est assigné à son poste de travail. Selon son épouse, les bombardements sont si terrifiants que même les Serbes souhaiteraient partir. Quand les bombes sont tombées, il y a eu des blessés. Pas de morts, mais c'était terrible.
J'ai décidé de faire ma valise toute seule. J'ai pu partir avec la voiture du voisin. J'avais peur de prendre le bus. Et les autres, c'est pareil, sinon ils seraient plus nombreux à partir. Vesna héberge aussi 4 autres personnes chez sa mère à la campagne. Engagée dans l'action humanitaire, la jeune femme est prête à aider tous les Kosovars, albanais et serbes, mais estime qu'il y a sans doute de l'exagération dans ce que racontent les Albanais. Difficile pour Vesna de prendre autant de recul par rapport à ce que lui raconte sa famille serbe du Kosovo. Les rapports sont vraiment très mauvais dans la ville de Mitrovica et partout au Kosovo. On ne se sent pas en sécurité à cause des bombardements aériens et à cause de l'Učeka. Franchement, je ne sais pas si les Albanais sont chassés de leur village. Et s'ils le sont, c'est sans doute parce que ce sont des gens qui sont de l'Učeka ou qui ont aidé les terroristes. Et alors c'est la moindre des peines qu'on pouvait leur infliger. Vesna aimerait être neutre, comme son gouvernement. Mais les Monténégrins ne peuvent pas non plus rester indifférents aux récits des Serbes kosovars, avec lesquels ils ont souvent des liens familiaux. Y a-t-il alors des incertitudes sur la réalité de la déportation imposée par les Serbes aux Albanais ou encore sur les exactions commises par les Serbes? C'est ce qu'a cru pouvoir dire l'écrivain Régis Debray au retour d'un voyage de 4 jours au Kosovo. Ce qu'il a pu écrire alors dans Le Monde a provoqué un tollé aussi bien des intellectuels que des journalistes ou des responsables d'organisations humanitaires. Ce soir, Régis Debray accepte de revenir sur ses propos qui, vous allez l'entendre, ont un peu évolué. Marcel Tria et Daniel Lévy. Un homme qui n'hésite pas à semer la tempête. Au retour d'un voyage de quelques jours en Macédoine, en Serbie et au Kosovo, Régis Debray publiait une lettre au président de la République dans Le Monde, datée du 13 mai. Il y exprimait sa crainte que la France ne fasse fausse route en participant aux frappes de l'OTAN contre la Yougoslavie. Et certaines de ses affirmations ont fait scandale. Autocrate, fraudeur, manipulateur et populiste, M. Milosevic n'en a pas moins été élu à 3 reprises. Il respecte la constitution yougoslave, pas de parti unique, pas de prisonniers politiques. On peut le critiquer sans se cacher. Les pires exactions ont été commises les 3 premiers jours, avec incendie, pillage et meurtre. Plusieurs milliers d'Albanais ont alors reçu l'ordre de partir. Pas de traces depuis d'un crime contre l'humanité. Dans la presse, aussitôt, c'est un véritable tollé. Des réactions violentes accusant Régis Debray de servir la propagande de Milosevic. D'autres plus mesurées, comme ce matin dans Libération, celle de Ronnie Broman. Les récits des réfugiés, recoupés, vérifiés, démontrent à l'envi qu'il s'agit d'un programme et non pas d'un programme de terreur et d'expulsion, et non pas de quelques exactions dont seraient coupables des bandes paramilitaires. Et cela, évidemment, cela ne se voit pas. Ça ne peut pas s'observer sur le terrain. Cela, ça s'étudie dans un contexte politique et pas dans une sorte d'observation comme ça, vite fait, en l'espace de 2 jours. Et c'est ce que Régis Debray n'a pas voulu voir, et c'est ça qui me choque. Sur le terrain, les nombreux témoignages recueillis par nos correspondants semblent bien confirmer la persistance des massacres. Dans le village d'Orizé, ils étaient 15 hommes couchés par terre, les mains comme ça. Ils étaient tués, tous dans un bain de sang. Ils ont tué les hommes. Ils ont tué les hommes. Les femmes et les enfants. Ils les ont éloignés. Les hommes, ils les ont tués. Ils ont tué, massacré, crevé les yeux des enfants. Il y a 3 jours, j'ai vu 50 cadavres alignés dans les champs. 50 personnes, je vous dis. Il y en avait plein dans les fossés, éparpillés, au bord de la route. Interrogé hier soir, Régis Debray regrette certaines allégations non vérifiées, mais il persiste à faire entendre sa différence. Qui n'a pas envie d'être aux côtés des réfugiés? Moi j'ai passé 6 jours aux côtés des réfugiés, puis après je me suis dit, mais attendez, c'est tellement horrible tout ça, il faut aller voir de l'autre côté, comment est-ce possible, qu'est-ce qui se passe? J'étais de l'autre côté, et simplement je ramène quelques impressions, quelque chose vu, comme on dit. Moi je n'approuve pas les Serbes, je ne suis pas pro-serbe et je ne suis pas anti-serbe, je suis pour que se rétablisse au plus vite une situation de justice et une situation de paix. Voilà. Et pourtant, par exemple, lorsque vous dites qu'il y a eu des exactions pendant les 3 premiers jours des non, frappes, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que c'est
d'après ce que j'ai pu reconstituer en recoupant encore une fois les témoignages des gens qui étaient là-bas, ce sont les 3 premiers jours qui ont été les plus atroces. Mais bien sûr qu'ensuite il y a eu des déportations, bien sûr qu'ensuite il y a eu des exactions. Qui peut le nier? Quand vous arrivez là-bas, vous voyez des villages brûlés, vous voyez des magasins albanais saccagés, les vitres brisées, c'est poignant. Vous avez l'impression qu'un pogrom est passé par là, c'est affreux. Et les marques du nettoyage, si j'ose dire, elles sont omniprésentes. Si on avait stationné des troupes aux frontières du Kosovo et intervenu ponctuellement là où il y avait un nettoyage ethnique, dans telle zone, tel village, avec un mandat des Nations Unies, ingérence humanitaire, mais localisée, là où les choses se passent, je pense que moi j'aurais été d'accord avec une solution comme celle-là. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut faire une sorte de punition collective pour les Serbes, pour tous les Serbes. Régis Debray affirme avoir voulu surtout provoquer un débat sur la stratégie de l'OTAN au Kosovo et sur ses conséquences. Objectif atteint. En Corse maintenant, les nationalistes ont réussi leur démonstration d'unité. Pas moins de 14 organisations ont appelé à la même manifestation cet après-midi à Ajaccio. Un événement quand on sait à quel point ces mêmes organisations ont par le passé été divisées. Il faut dire que l'incendie d'une paillote sur une plage et l'incarcération du préfet de Corse sont passés par là. Michel Fine et Grégoire Osina. Sous un soleil de plomb, des milliers de manifestants. Il y a 2 ans encore, ils s'entre-déchiraient. Aujourd'hui, à l'appel de 14 associations nationalistes, ils défilent ensemble sur le pavé d'Ajaccio. Vous êtes vraiment unis aujourd'hui? Ah écoutez, il ne manque personne. C'est-à-dire tout le monde est là, absolument tout le monde est là. Tout le monde est là, même François Santoni, l'ancien leader de la Conculte. Il ne défilera pas, mais sa présence est symbolique dans cette manifestation. C'est un premier pas vers la réconciliation nationale et ce n'est sûrement pas une union de façade. Non, on a toujours été là, on a toujours été aux manifs. Alors comme tout le monde est là, ben on est là. L'abbé Mandoloni est le curé nationaliste de Lille. À ses côtés, Pierre Poggioli, l'un des anciens chefs du FLNC. Moi, je crois que la population de Lille était sous l'étouffoir depuis 13 mois. Profitant de l'assassinat du préfet Erignac, l'État français a apporté la preuve qu'il comprenait encore moins qu'avant le problème corse. Et bon, il s'est enferré dans une situation, se contentant de dire que la population était avec sa politique. Et puis les événements qui se sont succédés, avec à l'arrivée l'affaire de la paillote, ont montré que ce n'était pas du tout ça et que le peuple corse aspirait à autre chose. La manifestation se termine sur la grande place d'Ajaccio par un discours plutôt musclé. Nous prédisons que l'actuelle République française va s'effondrer comme s'est effondré le mur de Berlin. De réunion en manifestation publique, le nouveau comité a bien l'intention aujourd'hui d'organiser l'avenir du mouvement nationaliste sur l'île. Alors Michel Fine, vous avez suivi cette manifestation. Qu'est-ce qu'il faut en retenir pour l'ensemble de l'île? Est-ce que la question de l'autonomie, par exemple, est de nouveau d'actualité? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ce mouvement, celui qu'on a vu se dérouler aujourd'hui, c'est un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'hier, qui ne date surtout pas de la dernière crise que vient de traverser la Corse, crise liée à l'affaire des paillotes. C'est un mouvement qui est né en février dernier, sur la plaine orientale de l'île. Et ce n'est pas un hasard, parce que la plaine orientale de l'île est le lieu où se sont déroulées la majorité des interpellations dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. C'est donc un mouvement qui s'est créé en opposition à la politique d'état de droit, en opposition également à la politique menée en Corse par le préfet Bonnet. Et dans cette perspective, lors des élections territoriales, les nationalistes, la seule liste nationaliste en présence, a obtenu 17% des voix, ce qui est énorme. Le politique a bien compris tout ça. Il a essayé de récupérer ou de relayer ce mouvement. Depuis quelques jours, effectivement, on entend le président de l'Assemblée de Corse, José Rossi, dire pourquoi pas un nouveau statut pour la Corse, pourquoi pas un statut d'autonomie pour la Corse. Et effectivement, aujourd'hui, on en reparle parce que José Rossi sait que le mot d'autonomie plaît beaucoup aux nationalistes et il semble que sa proposition soit la traduction de l'intérêt bien compris d'un homme politique qui compte en Corse, mais qui sait aussi qu'il devra, lui, compter de plus en plus sur les voix nationalistes.
Merci Michel. Sachez que la famille du passager décédé sur le vol Paris-Dakar après avoir reçu une piqûre de tranquillisant va porter plainte. Même si on sait maintenant qu'il s'agissait d'une personne dépressive, sa famille veut savoir dans quelles circonstances cette piqûre lui a été administrée et quelles en ont été les conséquences. C'est un demi-succès ou un demi-échec comme on veut. La première écolo-parade des Verts à Paris, il n'était que quelques milliers cet après-midi à se promener entre la Bastille et le carrousel du Louvre. Mais pour les organisateurs qui conçoivent ce rendez-vous plus comme une fête que comme une manifestation, il faut laisser du temps au temps, comme on dit. La Gay Pride, à ses débuts, disent-ils, n'avait pas rassemblé beaucoup plus de monde. La crue du Rhin, les choses semblent se calmer un peu aujourd'hui, même si on a eu peur la nuit dernière du côté de Lauterbourg, où une usine chimique du type Seveso était menacée par la rupture d'une digue. En revanche, la situation reste difficile en Suisse, dans le canton de Berne. Frédéric Dupuis. Une usine chimique à haut risque. À quelques mètres, le Rhin en crue. Autrement dit, à Lauterbourg, en Alsace, la vague de pollution a été évitée de justesse. Toute la nuit, devant l'eau menaçante, pompiers et gendarmes ont tenté de construire un rempart pour protéger l'entreprise. Sacs de sable, digues de gravier, aujourd'hui tout danger est écarté. Dans la région, même si ce n'est pas encore visible, le gros de la crue est passé. Mais le débit de l'eau reste important et le dispositif de surveillance maintenu de peur qu'une digue ne cède. Le plus dur est passé, nous l'espérons. Du côté de la Suisse, le niveau est en train de baisser, mais je pense qu'on en a encore au moins pour 2 jours. Même si la décrue est annoncée en Suisse, l'eau est toujours omniprésente dans certaines régions. L'Aar, un sous-affluent du Rhin, a envahi le canton de Berne. Dans la ville même, l'eau atteint par endroits 1 mètre de haut. L'aéroport noyé a dû être fermé. Plus au nord, en Allemagne, la ville de Speyer a observé localement le plus haut niveau jamais atteint par le Rhin, 8,53 mètres. Les villes de Karlsruhe et Mannheim ont été touchées, mais là les habitants sont restés au sec. À Speyer, le Rhin devrait continuer de monter dans les prochaines heures, mais la ville de 30 000 habitants devrait être épargnée. En Russie, le coup de force annoncé des communistes à la Douma n'a pas eu lieu. Ils espéraient se venger de Boris Eltsine, qui n'a cessé de les combattre depuis son arrivée au pouvoir. Mais ils n'ont pas réussi à recueillir suffisamment de voix pour engager contre lui la fameuse procédure de destitution. Gilles Rabin et Franck Brisset. Ils étaient contre, ils ont gagné. Il a manqué 17 voix sur 441 pour que passe à la Douma la procédure en destitution de Boris Eltsine. Ils pensaient faire de ce 15 mai, le dernier du siècle, le jour de la grande revanche rouge. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils ont perdu. Dehors, ils ne savent toujours pas et ils y croient encore. Ils voudraient non seulement obtenir la destitution de Yeltsin, mais aussi revenir sur l'histoire de ces 10 dernières années et effacer la disparition de l'Union soviétique, la perte de sa puissance, de son empire, de son armée. Ils condamnent en bloc l'OTAN, l'Occident et les Juifs, la libéralisation sexuelle et la vente des terres. Pendant le dépouillement, le chef des communistes, Gennady Zyuganov, était venu gonfler le moral de ses troupes. Jusqu'au bout, il a cru à sa victoire. La proclamation des résultats du vote est sans appel. Même le 3e chef d'accusation, celui qui devait passer à coup sûr la guerre en Tchétchénie, n'a pas obtenu la majorité des 2/3. On ne peut pas considérer que les résultats sont bons. Il faut recommencer demain. On ne recommencera pas demain. L'histoire donne rarement rendez-vous 2 fois de suite. On viole le droit des députés. Après l'annonce des résultats, soulagement devant la Douma de ceux qui manifestaient pour Yeltsin. La roue de l'histoire, on ne peut pas la faire tourner en arrière. Mais la roue de l'histoire ne tourne pas vite en Russie et le camp des vainqueurs hésite à laisser passer la provocation délibérée d'un député communiste. Les élections en Israël, le scrutin a lieu lundi pour renouveler les membres de la Knesset et élire le nouveau Premier ministre. Mais curieusement, alors que ce scrutin s'avère essentiel pour l'avenir du processus de paix, la question des territoires n'a quasiment pas été évoquée pendant la campagne. Pourtant, les implantations, elles, se sont poursuivies. 20 nouvelles colonies juives ont ainsi été installées ces derniers temps en Cisjordanie. Reportage à Korav Jacob de Maris Burgo. Cette nouvelle route peut sembler banale. Elle ne l'est pourtant pas, elle est même stratégique. Menahem Bouhari est à l'origine des travaux de construction financés par l'État d'Israël. Des millions de dollars investis par l'État hébreu alors que nous sommes en Cisjordanie, dans ce qui pourrait être un jour l'État palestinien. Quand on devait passer par des villes et des villages palestiniens, on était sans cesse soumis à des tirs de pierre, des cocktails Molotov ou même pire, des tirs à armes automatiques. Il fallait impérativement que nous puissions construire ces routes de contournement de façon à pouvoir accéder aux villes, nos villages en toute sécurité.
Ces routes permettent aussi de relier les 160 colonies juives de Cisjordanie et elles morcellent chaque jour un peu plus le futur pays de Yasser Arafat. Nous sommes à Korav Yaakov, 1300 colons vivent ici et dans les nouvelles constructions, on en attend 40 000 autres. Les Masséri sont là depuis 9 mois. À Milan, ils étaient cadres supérieurs. Ils ont tout quitté pour venir vivre dans ces préfabriqués protégés du voisinage arabe par des barrières de sécurité. Pour que ces terres restent juives à jamais. Le fait d'avoir une présence juive qui vit, qui étudie, qui travaille, qui cultive la terre aussi, qui construit des écoles, des bâtiments, je crois que ce soit vraiment quelque chose de très important. Et pour le fait que ce soit une terre juive, je n'ai pas de doute, ça c'est la terre qui est marquée dans la Torah. La Torah, c'est ici qu'on l'étudie. Qu'est-ce qu'il a voulu faire faire? Le rabbin Botchko dirige l'école talmudique de la colonie. Lui et ses étudiants voteront à droite lundi prochain. Car ces colons, armés en permanence, sauront remercier Benyamin Netanyahou d'avoir tout tenté pour retarder un accord définitif de paix avec l'autorité palestinienne. Notre peuple habitait cette terre il y a des milliers d'années. Il n'a jamais quitté son attachement pour cette terre pendant tout son exil. Aujourd'hui que ce retour est devenu réalité, que les prophéties se sont matérialisées, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons perdre notre lien avec cette terre. Il ne fait que se renforcer de jour en jour. L'homme qui gagnera les prochaines élections aura une lourde charge, celle de faire la paix, alors que les Palestiniens et la communauté internationale considèrent l'extension de ces colonies comme un obstacle majeur. En France, la carte vitale a bien du mal à décoller. Cette carte électronique qui doit remplacer les vieilles cartes de Sécu est pour l'instant peu prisée des praticiens puisqu'environ 3000 médecins libéraux seulement sur les 110 000 que compte la France utilisent cette fameuse carte. Les caisses d'assurance veulent donc les motiver en leur attribuant à partir de juillet une aide financière. Mais ça ne suffit pas. Beaucoup de médecins reculent devant l'importance de l'investissement en matériel. Les explications de Françoise Vallet et de Jean-Louis Bousser. Je suis le docteur Paul Desmaux. Vous êtes ma patiente, vous êtes donc Camille, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale. Dans les salons, les foires, partout où elle peut, la Sécu explique. À quoi va donc servir cette petite carte verte que tout le monde a reçue? Ce n'est pas une carte de crédit ni un carnet de santé, mais un moyen de communiquer avec la caisse d'assurance maladie du patient. Vous alliez à l'hôpital, chez le médecin, chez le pharmacien, le kiné, l'infirmière, le radiologue, le laboratoire, quand tout le monde sera équipé, tout le monde pourra remplir des feuilles de soins électroniques et donc les envoyer directement à la sécurité sociale. Alors sur l'île de France, plus de feuilles de soins à remplir, plus de timbres à coller et en 4 jours, le malade est remboursé. Ce que je pense de cette carte, c'est que depuis un certain temps, on est équipé d'écrans et d'ordinateurs partout et à la sécurité sociale, on était toujours avec des paperasses. Mais si les patients sont prêts, les médecins traînent les pieds. En Île-de-France, région où les cartes ont été distribuées en dernier, une 50aine de praticiens seulement sont équipés. Je trouve que l'information elle est très légère et ça veut dire donc forcément que nous, en plus de notre boulot, qui est un boulot déjà lourd, de 12 à 13 heures par jour, plus la formation en dehors, c'est-à-dire genre 21h minuit, il faut en plus qu'on aille se former sur le plan informatique. D'autres sont moins réticents et pour cause. Je recommence une heure. Quel matériel acheter, comment le faire fonctionner? À Bayonne, c'est la caisse d'assurance maladie qui aide les médecins. Depuis 2 ans qu'il est équipé, le docteur Bernard a toujours la même interlocutrice. Sophie se déplace au moindre problème. Moi aussi. Vous avez vu, on a mis quoi, 1 minute 30, 2 minutes peut-être, et sans être un as du clavier, on fait tout avec la souris. Aujourd'hui, vous reviendriez dans ce système? Non, honnêtement non. C'est tellement plus simple. De retour à la caisse, Sophie s'occupe personnellement des dossiers des patients transmis par le docteur Bernard. Ici, les feuilles papier diminuent de jour en jour au profit de la transmission informatique. La carte vitale, ça marche. La totalité des officines de pharmacie sont dans le système. 76% des assurés utilisent la carte vitale et plus de 200 médecins ont déjà basculé dans ce procédé. La caisse de Bayonne a misé sur l'information des médecins, un exemple à suivre.
Les professionnels du thermalisme se mobilisent contre le plan de maîtrise des dépenses de santé proposé par la CNAM. Selon ce plan, ne seraient plus remboursés les soins des rhumatismes, ce qui représente 60% de l'activité des cures. Dans le Languedoc-Roussillon, à Ballaruc-les-Bains, où se sont rendus Karine Comadzi et Françoise Mazou, ce projet met en péril la 3e station thermale de France. Avec les bains de boue argileuse de l'étang de Thau, Martine soigne depuis 3 ans arthrose et ostéoporose. 3 semaines de soins à Ballaruc lui coûtent 3 000 francs, remboursés à 65% par la sécurité sociale, le reste par sa mutuelle. Si cette cure n'était pas remboursée, est-ce que vous pourriez la faire? Non, je ne pourrais pas la faire. Par contre, ce qui me restera à faire, c'est comme j'ai fait au départ, c'est-à-dire repasser par des médicaments, les docteurs. Pour Ballaruc-les-Bains, c'est la douche froide. Comme Martine, 35 000 curistes, en majorité des retraités à petits revenus, viennent ici chaque année soigner leur rhumatisme. Des soins que la caisse d'assurance maladie envisage de ne plus rembourser. Ça serait une faillite quasi instantanée pour l'établissement thermal et pour le canton de Ballaruc-les-Bains. Combien d'employés ici? 450 salariés, dont 300 agents thermaux saisonniers qui donc sont là pour appliquer les soins. Et donc nous serions obligés de mettre au chômage 90% à peu près de l'effectif. Il y a 2 ans, la mairie, vivement incitée par la caisse d'assurance maladie, a investi 25 millions de francs pour la rénovation des thermes. Traumatisés par la perte des emplois industriels, Ballaruc et ses 5700 habitants ne vivent que des curistes et de leurs familles. Au total, 50 000 personnes qui séjournent 3 semaines par an. Si le gouvernement a validé les propositions de la CNAM, ça serait une disparition de cette activité et de la microéconomie qu'elle génère, les commerces, la restauration, le tourisme, etc. La beauté du village aussi. Et voilà. Moi je pense que sans les curistes, ce serait une ville qui serait hyper triste et bon. Oui, on serait rayé. C'est bon. En attendant, Ballaruc fait le plein. Déjà 35 000 curistes ont réservé pour cette année. Remboursés, les eaux ne sont pas prêtes de se tarir. Cyclisme maintenant avec le départ du Tour d'Italie, le Giro qui a eu lieu ce midi en Sicile, un tour sous haute surveillance. Tous les coureurs ont dû se soumettre à un test de dopage et 2 d'entre eux ont d'ores et déjà été exclus. Christelle Bertrand et Mathieu Drejoux. Richard Virenque a retrouvé sa tenue de cycliste. Ce matin, au départ de la première étape du Tour d'Italie, le Français reprend ses marques. Mais le dopage est déjà présent. Premier communiqué, première annonce de cas positif. Loda de l'équipe Ballan et Ochoa de l'équipe Kelma résultat en hématocrite plus les moyens qui est prévu dans le règlement. Entre 6h30 et 9h du matin, tous les coureurs engagés ont été contrôlés. Les résultats ne se sont pas fait attendre. 2 d'entre eux ont un taux d'hématocrite supérieur à la limite fixée à 50. L'Union cycliste internationale avait prévenu, un test sanguin aura lieu avant le départ des 3 grands tours. Dans toutes les équipes en général et chez Polti en particulier, on ne refuse pas de s'exprimer, mais la consigne est claire, on ne parle que de vélo. Ah, c'est sûr, on ne veut pas parler des autres problèmes. Pour nous, le Tour d'Italie, c'est très important. Le peloton a subi cette première étape. Le climat lourd du contrôle du matin et la chaleur sur le parcours ont fait arriver les coureurs plus tard que prévu. Richard Virenque termine avec les autres. Dans de telles conditions, une reprise, c'est jamais facile. Pour ma part, on a suivi le mouvement et je pense que tous les coureurs aujourd'hui ont souffert de la chaleur. Physiquement, comment vous vous sentez pour les prochaines étapes? Je pourrais que m'améliorer. Les coureurs ont encore 21 étapes à boucler, plus une, les contrôles inopinés, promis par l'UCI. Un mot de football, Youri Djorkaeff quitte l'Inter de Milan, c'est officiel. Il explique sa décision par la récente démission du président de l'Inter avec lequel il était très lié. Mais chacun sait aussi que Youri Djorkaeff était relégué depuis quelque temps sur le banc des remplaçants et qu'il n'avait pas vraiment trouvé ses marques à l'Inter de Milan, même s'il y a gagné une belle Coupe d'Europe. Les quarts de finale du championnat de France de rugby que vous avez pu suivre sur France 2 et la leçon imposée par Toulouse au Stade Français 51-19. Denis Guérin. Un stade rouge et noir rempli de 40 000 spectateurs, des joueurs gonflés à bloc à l'approche du coup d'envoi et un Premier ministre venu en voisin de Sainte-Gabelle. Assurément, ce Toulouse Stade Français est bien plus qu'un quart de finale. C'est l'affiche de l'année. Une affiche que les Toulousains en blanc ont dominée de bout en bout.
Il mène déjà par 7-0 quand Michel Martin, le 3/4 centre, file vers l'embut parisien pour le deuxième essai du match. Mais les Bleus et Blancs, champions de France en titre, réagissent. En 3 minutes, ils inscrivent 2 essais par Viars et Dominici. Cette finale avant la lettre tient toutes ses promesses. Des promesses, mais aussi des cadeaux, comme celui offert par Richard Dourtre à Émile Ntamak, qui n'en demandait pas tant. À la pause, les Toulousains mènent déjà par 28-12. Retour des vestiaires, Ntamak encore lui slalom dans le camp adverse. À lui tout seul, il transperce la défense parisienne pour aller marquer son deuxième essai personnel. Le Stade toulousain, battu l'an dernier par les joueurs de la capitale, tient sa revanche. En fin de match, Cédric Desbordes inscrit un 7e et dernier essai pour Toulouse. Score final 51-19. Le Stade français n'aura fait qu'illusion. Il faut rendre hommage au Stade français qui est une superbe équipe quand même. Et aujourd'hui tout était, le temps, l'envie, les joueurs et tout le monde. Les Toulousains quant à eux peuvent continuer à rêver. En demi-finale, ils affronteront Bourgoin. Bourgoin qui l'a donc emporté 14-8 face à Bègles-Bordeaux dans l'autre quart de finale. Et puis un mot de tennis avec la qualification de Julie Allard pour la finale du tournoi de Berlin. Elle y retrouvera la Suissesse Martina Hingis. Le Festival de Cannes avec ce soir le nouveau film de Pedro Almodovar, Tout sur ma mère. Curieusement, c'est la première fois que Pedro Almodovar fait partie de la sélection officielle. Les fans du cinéaste espagnol n'ont pas été déçus. Le délire dans les couleurs, les situations et les dialogues est toujours aussi présent, même si ces dialogues sont parfois un peu crus. En tout cas, le public a été séduit. Pascal Deschamps et Bruno Libertou. Voilà un homme qui sait parler aux femmes, sans doute parce que nul ne parle des femmes comme lui. Il faut dire que Pedro Almodovar a offert à ses 4 actrices des rôles limites. L'une joue un travesti, une autre une actrice homosexuelle, la troisième une religieuse qui tombe enceinte, la dernière une infirmière qui perd son fils de 17 ans. Des situations extrêmes et un scénario sur le fil du rasoir pour ce film avec lequel Pedro Almodovar voulait rendre un subtil hommage aux femmes. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. Somos gilipollas y un poco bolleras. Oui, c'est un film dédié aux femmes, aux mères, aux femmes qui aimeraient être mères mais ne le sont pas, aux hommes qui aimeraient être des femmes, et aux actrices qui jouent des rôles d'actrices. D'une manière générale, je crois qu'il est dédié à tout le genre féminin. Pues todo. Me lo ha contado todo. Lo tuyo con Nina, lo del caballo. Y que lo vuestro tiene muy mal final. ¿Ah, sí? ¿Y qué más te ha dicho? Es que soy muy curiosa. Y que tú como actriz eres maravillosa. Pero que como persona estás muy equivocada. Elle nous a dit toujours, c'est tellement fort l'histoire qu'il faut le faire avec, absolument, avec naturalité totale, avec une simplicité totale, avec comment dire, une fragilité aussi totale, mais avec un grand courage. Estampillé cinéaste de la transgression, Almodovar manie aujourd'hui plus qu'hier l'émotion autant que l'humour. Mais son discours n'a pas changé. Nous sommes des êtres multiples, il faut nous accepter comme tels. Oye, Grado, ¿tú sabes conducir? Sí, de joven fui camionero. ¿Ah, sí? En París, justo antes de ponerme las tetas. Luego dejé el camión y me hice puta. Qué interesante. Mucho. Almodovar regarde les femmes avec un regard de femme. Il comprend exactement ce que nous ressentons car il accepte la part féminine qui est en lui. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Au fait, la maman de Pedro Almodovar ne veut toujours pas aller voir les films de son fils. Dommage, car contrairement à ce que le titre laisse supposer, Tout sur ma mère ne dévoile aucune indiscrétion sur sa vie privée. Tout à fait autre chose maintenant avec le film de Steven Soderbergh, l'auteur de Sexe, mensonges et vidéos, qui avait d'ailleurs obtenu la Palme d'Or en 89. Cette fois, il revient hors compétition avec un polar, l'anglais, et un acteur mythique, Terence Stamp, Nicole Cornu-Langlois et Jean-Louis Melin. Un tiercé gagnant. Ils ont tous été primés à Cannes. Peter Fonda pour Easy Rider, Terence Stamp, meilleur acteur pour L'Obsédé, et Steven Soderbergh pour Sexe, mensonges et vidéos. C'est donc avec émotion qu'ils reviennent dans ce festival pour The Lie Me,
L'Anglais, histoire d'une vengeance impitoyable. Wilson sort de prison et veut tuer les responsables de la mort de sa fille. Il pense que Valentine est le coupable. Le choix de Peter Fonda et de Terence Stamp est l'une des clés du film. Ils ont besoin d'avoir un duel entre eux. Peter et Terence ont la même sensibilité dans des cultures différentes. L'Anglais Terence Stamp a toujours interprété deux types de personnages, ange déchu ou tueur en série, avec les plus grands réalisateurs comme William Wyler, Joseph Losey, Ken Loach, Fellini, David Lynch, un passé qui imprègne son rôle de Wilson. You come back down here again, Pop, and we'll kill you. Hey, you come on back and visit Trespass, okay? We look forward to it, asshole. Stupid English fuck. La prison vous détruit complètement ou vous élève. En ce sens, Wilson est essentiellement un survivant. Limey est comme... comment on dit, le songe de Wilson. You tell him I'm coming! Et Peter Fonda, selon la méthode de Soderbergh, est aussi un mélange de son passé et du présent. Dans ce rôle de Valentine, producteur de disques, amateur de jeunes femmes, un personnage loin et proche de Easy Rider. Valentine est un personnage ancré dans la réalité. Captain America était un mythe, un rêve. Deux grands acteurs pour un film imprégné de la nostalgie d'un âge d'or du cinéma américain, dont le moteur était la liberté. Deux acteurs heureux de retrouver à Cannes l'énergie, la magie du succès qu'ils ont connu et qu'ils vont retrouver avec ce film. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. L'OTAN assume le bombardement du village de Korica au sud du Kosovo, mais ne s'explique pas comment des civils ont pu être tués. À Bruxelles, on parle de cibles militaires légitimes. À Belgrade, en revanche, où l'on annonce 87 morts, on y voit la preuve du caractère génocidaire de l'agression de l'OTAN. Et puis encore, seuls les nationalistes unifiés réussissent leur démonstration. Ils étaient plusieurs milliers dans les rues d'Ajaccio pour appeler à la reconstruction de la nation corse. Dans un instant, la météo avec Patrice Drevet. À 20h50, le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. À 1h20, le journal, ce sera Florence Duprat. Demain, 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Gérard Klein. À midi, Argent Public avec Sylvain Attal. Et je vous retrouverai quant à moi à demain, 13h. Bonne soirée sur France 2.